Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. C'est parti. Imaginez la scène. Nous sommes en décembre 1970 dans le Rhode Island. L'hiver est glacial. Les routes sont presque désertes. Une famille entière traverse la campagne dans 2 voitures remplies de cartons, de jouets et de meubles démontés. À leur arrivée, une immense bâtisse surgit dans la nuit. Une ferme du XVIIIe siècle, peinture blanche écaillée, fenêtres noires, bois qui craque sous le vent. Pour Roger et Caroline Perron, c'est pourtant le paradis. Après des années de sacrifices, ils viennent enfin d'acheter la maison de leurs rêves. Plus de 10 pièces, des hectares de terrain, des bois tout autour. Un endroit parfait pour élever leurs 5 filles, loin du bruit des villes. Andrea, Nancy, Christine, Cindy et la petite April découvrent la maison comme un château. Mais dès le premier soir, quelque chose cloche. L'ancien propriétaire aide Roger à porter les dernières affaires. Puis, au moment de partir, il s'arrête sur le pas de la porte et il lui dit calmement « Pour le bien de votre famille, laissez toujours les lumières allumées la nuit. » Puis il s'en va. Pas d'explication, pas de sourire, juste cette phrase. À cet instant, les Perron pensent avoir affaire à un vieil homme excentrique. En réalité, ils viennent peut-être d'entrer dans l'une des maisons les plus célèbres de l'histoire du paranormal américain. Une maison où, selon les témoignages, quelque chose observait déjà leur arrivée. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur toute l'affaire. Pas la version Hollywood, pas les jumpscares, pas les inventions du film, mais les 10 véritables années vécues par la famille Perron. Une histoire de peur lente, de paranoïa, d'apparition, et d'une maison qui semblait refuser de laisser partir ceux qui y vivaient. Au début, rien n'est spectaculaire, et c'est justement ça qui rend l'histoire terrifiante. Les Perron ne parlent pas immédiatement de fantômes, ils parlent d'anomalies, des détails absurdes. Caroline remarque que les balais changent constamment de place. Les portes qu'elle vient de fermer sont ouvertes quelques minutes plus tard. Des petits tas de poussière apparaissent au centre de la cuisine alors qu'elle vient de nettoyer. Puis il y a les sons, des coups dans les murs, des bruits de chaînes, des pas dans les escaliers au milieu de la nuit. Roger pense d'abord que la maison travaille naturellement. Après tout, elle date des années 1700. Mais très vite, les phénomènes deviennent impossibles à rationaliser. Les filles commencent à voir des gens. Pas des silhouettes floues, des gens. April, la plus jeune, parle régulièrement avec un esprit qu'elle surnomme Manny. Elle affirme qu'il s'assoit près de son lit et lui raconte des histoires. Selon elle, il n'est pas méchant, mais d'autres présences le sont. Christine raconte voir un homme debout dans l'embrasure de sa porte pendant la nuit. Cindy entend des voix murmurer derrière les murs. Andrea affirme qu'une vieille femme la fixe parfois depuis le coin de sa chambre. Et un détail revient constamment dans leurs témoignages. Les odeurs, une puanteur soudaine, mélange de viande pourrie, de soufre et d'humidité. Une odeur qui apparaît brutalement dans une pièce, avant de disparaître quelques secondes plus tard, comme si quelque chose venait d'y passer. Puis, la maison commence à changer d'ambiance. Certaines pièces deviennent glaciales sans raison. Les horloges s'arrêtent. Les animaux refusent d'entrer dans certaines zones. Même le chien de la famille refuse parfois de monter à l'étage. Et surtout, Caroline commence à sentir une hostilité particulière dirigée contre elle, comme si la maison ne voulait pas d'elle. Obsédée par ce qui se passe, Caroline commence à enquêter sur l'histoire de la propriété. Et ce qu'elle découvre est profondément troublant. La ferme a été construite au XVIIIe siècle pendant près de 200 ans. Plusieurs générations y ont vécu. Et beaucoup y sont mortes, certaines naturellement, d'autres dans une circonstance beaucoup plus sombre. Des suicides, des noyades, des morts inexpliquées, des enfants retrouvés gelés, des accidents violents selon certaines archives locales. Plusieurs décès seraient liés directement au terrain. Caroline devient persuadée que la maison agit comme une sorte d'aimant, comme si les émotions, les souffrances et les morts s'y étaient accumulées pendant des siècles. Puis un nom revient constamment dans ses recherches, Bathsheba Sherman. Et c'est là que la légende commence réellement. Dans le film The Conjuring, Bathsheba est présentée comme une sorcière sataniste qui aurait sacrifié son enfant au diable. Mais historiquement, les choses sont plus floues. Bathsheba Sherman a réellement existé. Elle vivait dans la région au XIXe siècle. Et déjà à l'époque, sa réputation était terrible. Les habitants la décrivaient comme froide, agressive et profondément instable. Puis survient un drame. Un nourrisson meurt alors qu'il est sous sa garde. Selon certaines rumeurs locales, l'enfant aurait été retrouvé avec une blessure étrange à la base du crâne.
comme provoquée par une aiguille. Aucune preuve formelle n'est retenue contre Bathsheba. Elle n'est jamais condamnée, mais socialement, elle est détruite. Le village entier commence à la considérer comme une meurtrière. Elle finit isolée, détestée, rejetée. Elle meurt en 1885, mais selon Lorraine Warren, elle ne serait jamais réellement partie. Lorraine affirme que l'esprit de Bathsheba hantait encore la propriété et qu'elle développait une obsession particulière envers Caroline Perron. Pourquoi ? Parce qu'elle la considérait comme une intruse, une rivale. Selon les Warren, l'entité voulait reprendre sa place de maîtresse de maison. Et c'est à partir de ce moment-là que les attaques deviennent plus physiques. Caroline change progressivement. Ses filles racontent qu'elle devient épuisée, nerveuse, distante. Elle dort très peu. Elle passe ses journées à surveiller les pièces de la maison. Parfois, elle parle seule. Puis viennent les blessures. Des bleus apparaissent sur son corps sans explication. Des griffures, des marques de pincement. Un matin, elle se réveille avec une profonde entaille sur la jambe. Roger commence à avoir peur pour sa femme, mais il refuse toujours l'idée du paranormal. Pour lui, les Warren exploitent la fragilité psychologique de Caroline. Et pourtant, même lui finit par assister à des phénomènes impossibles. Des meubles qui bougent seuls, des portes qui claquent violemment, des voix entendues dans des pièces vides. La tension détruit peu à peu toute la famille. Les filles s'y développent des habitudes de survie, ne jamais traverser certains couloirs seuls, ne jamais regarder par les fenêtres la nuit, ne jamais répondre lorsqu'une voix appelle depuis une pièce vide. La maison impose ses règles. En 1973, Caroline contacte finalement Ed et Lorraine Warren. À cette époque, les Warren commencent déjà à devenir célèbres dans les affaires paranormales américaines. Lorraine affirme immédiatement ressentir une présence inhumaine dans la maison. Roger, lui, déteste leur présence. Il pense qu'ils aggravent la situation. Mais Caroline est désespérée, alors une séance est organisée en 1974. Et cette nuit-là va devenir le cœur de toute l'affaire Perron. Les versions diffèrent selon les témoins, mais certains éléments reviennent toujours. Caroline entre dans une sorte de transe. Sa voix change brutalement. Elle parle dans une langue que ses filles disent ne pas reconnaître. Sa chaise commence à bouger, puis selon Andrea Perron, elle est littéralement projetée à travers la pièce. Les filles hurlent. Lorraine tente de continuer la séance, mais Roger explose. Il voit sa femme dans un état de détresse absolue et accuse les Warren d'être responsables. Il attrape Ed Warren, le frappe et leur ordonne immédiatement de quitter la maison. Les Warren partiront cette nuit-là. Et contrairement au film, ils ne reviendront jamais sauver la famille. C'est probablement la partie la plus tragique de l'histoire. Parce qu'il n'y a pas de happy ending, pas d'exorcisme spectaculaire, pas de démon vaincu. Les Perron restent dans la maison jusqu'en 1980. Pourquoi ? Parce qu'ils sont ruinés. La réputation de la ferme commence à circuler dans la région. Et personne ne veut l'acheter. Alors la famille apprend à vivre avec la peur. Les phénomènes deviennent presque normaux. Les filles disent qu'elles distinguaient les bons esprits des mauvais. Certaines présences semblaient simplement errer dans la maison. D'autres inspiraient une terreur immédiate. Avec le temps, les Perron cessent même de réagir à certains événements. Des bruits dans les murs, normal. Des pas dans l'escalier, normal. Une porte qui claque toute seule, normal. Ils ne vivent plus dans une maison, ils vivent dans un territoire partagé avec quelque chose d'autre. En 1980, les Perron quittent enfin Harrisville. Caroline dira plus tard « Le silence a été le plus beau cadeau de ma vie ». Alors que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire ? Historiquement, aucune preuve solide ne confirme que Bathsheba Sherman était une sorcière. Beaucoup d'éléments ont probablement été amplifiés avec le temps, surtout après la sortie du film. Mais un détail intrigue encore énormément de chercheurs du paranormal. Les 5 sœurs Perron racontent sensiblement la même histoire depuis plus de 50 ans, sans contradiction majeure, sans changer leur version. Aujourd'hui, la ferme existe toujours. Elle attire des curieux, des enquêteurs paranormaux et des touristes fascinés par The Conjuring. Certains visiteurs disent n'avoir rien ressenti. D'autres affirment avoir entendu des voix, vu des ombres, ou ressenti une présence oppressante dans certaines pièces. Alors, maison hantée, psychose collective, légende américaine devenue incontrôlable, à vous de décider. Mais si un jour quelqu'un vous vend une vieille ferme isolée et vous conseille de laisser les lumières allumées la nuit, peut-être qu'il vaut mieux écouter.
Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine histoire.